remise de 3 camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. Ce don est offert par PMU Mali qui célèbre cette année son 31e anniversaire avec comme thème la salubrité dans le district de Bamako. La remise était présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La construction des centres de formation dans la région de Gao, c'est l'une des recommandations du symposium sur le développement durable de la formation professionnelle dans les régions de Gao et Kidal. Symposium dont les travaux ont pris fin lundi dans la cité des Askia. Appui à la lutte contre la mortalité néonatale, la Fédération nationale des associations de santé communautaire vient de bénéficier des kits d'oxygénothérapie, un don des ONG MAG Global Service et Access Oxygène destiné à 20 centres de santé communautaires des cercles de Kita et de Bla. Merci de faire confiance à ORTM1 pour vous informer. Bonsoir, nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est réuni à Koulouba sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Et nous sommes avec l'infatigable Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Madame Koné. Et avec vous, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci, avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord portant création de la Banque de développement de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique, adopté lors de la 3e Assemblée générale extraordinaire de Shelter Afrique. La Société pour l'habitat et le logement en Afrique, qui a son siège à Nairobi, regroupe 44 pays africains, dont le Mali, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et l'Institution financière de développement du Royaume-Uni. Depuis sa création en 1982, la société s'est engagée à mobiliser des ressources pour le développement du logement en Afrique, principalement par des fonds propres et des emprunts à moyen terme. En vue de répondre à la demande croissante de logements en Afrique, les administrateurs ont adopté l'accord portant création de la Banque de développement de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique lors de la 3e Assemblée générale extraordinaire tenue à Alger le 5 octobre 2023 en remplacement des statuts existants. L'objectif de cette banque est de financer et de promouvoir le financement du logement abordable et du développement urbain en Afrique, en tenant compte de l'évolution des besoins de développement dans les zones urbaines et rurales à travers le continent. L'adoption des projets de texte consacre l'entrée en vigueur du dit accord à l'égard de notre pays. Sur le rapport du ministre de l'économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2016-0801 PRM du 20 octobre 2016 fixant les conditions d'acceptation d'une transaction avant la mise en œuvre de l'action judiciaire dans le cadre des poursuites pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le décret du 20 octobre 2016 découle de l'application des dispositions de la loi numéro 2016-007 du 17 mars 2016 portant loi uniforme sur les contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA. L'article 4 du dit décret dispose, je cite, « Le ministre chargé des Finances est tenu de recueillir l'avis de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures avant de se prononcer sur la demande de transaction lorsque l'infraction, la tentative d'infraction ou l'incitation à l'infraction à la réglementation des relations financières extérieures porte sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 500 millions de francs CFA. En plus de cette exigence, au terme de l'article 7 du même décret, le seuil de la transaction ne peut être inférieur à 1/5 de la somme ou valeur sur laquelle apporter l'infraction ou la tentative d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA. Dans le cadre de l'audit des sociétés minières, il a été constaté des faits qui peuvent constituer des infractions au sens des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Le projet de décret adopté modifie le décret numéro 2016-0801 PRM du 20 octobre 2016 pour permettre un traitement correct des infractions constatées et préserver les intérêts économiques et financiers essentiels de l'État et du secteur minier. Au chapitre des communications, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres des résultats de l'évaluation du plan d'action du gouvernement de transition. Le mécanisme de suivi et évaluation du plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 prévoit des évaluations périodiques qui se déroulent conformément aux engagements des autorités et à l'article 16 de la Charte de la transition. Cette évaluation, qui couvre la période d'avril à septembre 2023, a donné les résultats suivants. 42 actions réalisées, soit un taux d'exécution de 70% contre 57,38% lors de la dernière évaluation, 16 actions en cours de réalisation, soit un taux de 26,67%, 2 actions non réalisées, soit un taux de 3,33%. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans la perspective de la finalisation du projet au 30 septembre 2024, l'exécution des activités enregistre 118 991 agents identifiés sur un nombre total de 157 167 agents de l'État et des collectivités territoriales et recensés dans l'ensemble des secteurs, soit 38 176 restants à identifier. Il convient de noter que les opérations d'identification physique des agents au niveau des missions diplomatiques et consulaires ont pris fin. Quant aux localités d'accès difficile, les agents non encore identifiés sont invités à se rendre au niveau des directions des ressources humaines en vue d'accomplir la formalité d'identification physique et biométrique au plus tard le 16 septembre 2024. Dans ce cadre, des échanges ont eu lieu avec des partenaires sociaux en vue d'un bon déroulement du processus de finalisation des opérations d'identification physique des agents de l'État et des collectivités territoriales. Ainsi, en rapport avec les services du ministère de la Défense et des anciens combattants et les autorités administratives locales, les dispositions sont envisagées pour un deuxième passage des équipes d'identification physique à Mopti et à Tombouctou pour la situation spécifique des localités difficiles d'accès. B. De l'état d'exécution des activités relatives au programme national d'éducation aux valeurs. En exécution des instructions du président de la transition, chef de l'État, la prochaine phase des sessions d'approbation du programme national d'éducation aux valeurs, après la phase ayant concerné les membres des institutions de la République, est destinée aux autres couches de la communauté nationale. Dans cette perspective, il y a eu la rencontre inaugurale des membres du comité technique de coordination et la tenue du séminaire scientifique des experts à la mission d'appui à la refondation de l'État. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. La tenue de la Semaine nationale de la réconciliation est fixée du 15 au 21 septembre de chaque année. Elle a été instituée pour renforcer la paix, la réconciliation et la cohésion sociale au Mali. Le thème de cette année est Solidarité et l'unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Cette édition, dont le lancement officiel est prévu à Gao et la clôture à Koulikoro, sera marquée par la participation des ministres de l'AES, notamment le ministre de la Réconciliation nationale, du genre et la famille du Burkina Faso et le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger. À cet effet, une grande campagne de sensibilisation sera menée pour soutenir nos frères et sœurs victimes des inondations dans l'espace AES à travers des actions de solidarité et d'entraide en vue de renforcer la cohésion sociale et la paix. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2024 sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle
et la paix. Cette journée est l'occasion pour le département de l'éducation d'attirer l'attention des parties prenantes sur les enjeux de l'alphabétisation dans un monde en pleine mutation technologique, confronté à d'énormes difficultés au plan sécuritaire, sanitaire, socio-économique, politique et environnementale. La journée sera marquée par la sensibilisation et l'information des communautés, des conférences, débats, la remise de prix aux lauréats des centres d'alphabétisation. Le lancement des activités est prévu le 12 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'une journée scientifique sur le thème « Activité physique et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES ». La journée scientifique a pour objectif de promouvoir la santé des jeunes à travers le sport afin de leur permettre de bénéficier d'un cadre de partage d'informations sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans l'espace de l'Iptako gourmand. Elle sera marquée par un panel de haut niveau sur l'impact du sport sur le système immunitaire, un panel portant sur le VIH et jeunesse AES, un panel sur les opportunités et défis de la Confédération des États du Sahel. La journée scientifique se tiendra le 21 septembre 2024 ici à Bamako, enregistrera la participation des ministres chargés de la jeunesse et des sports du Burkina Faso et du Niger et celle de près de 1200 jeunes des 3 États de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions du forum sur les systèmes alimentaires en Afrique tenu du 2 au 6 septembre 2024 à Kigali, au Rwanda. Les travaux du forum sur les systèmes alimentaires en Afrique tenu sous le thème « Innover, accélérer et passer à l'échelle ». Assurer la transformation des systèmes alimentaires à l'ère du numérique et du climat ont enregistré la participation de plus de 3000 personnes venues de 70 pays représentant les décideurs politiques, les entrepreneurs, les universitaires, la profession agricole et la société civile. La délégation malienne a eu une rencontre d'échange avec le ministre en charge de l'agriculture du Rwanda qui a permis de passer en revue les grandes lignes du protocole d'accord sectoriel signé entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la République du Rwanda. Le forum, à travers les cadres de concertation, a permis d'échanger entre autres sur les technologies, les pratiques, les modèles d'affaires et les opportunités d'investissement qui ont le plus grand potentiel pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, la nécessité de prendre en compte des dimensions des changements climatiques et de digitalisation. B. Des conclusions de la mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 dans les régions de Bougouni et Sikasso du 6 au 8 septembre 2024. La mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action agricole 2024-2025 validé lors de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. L'objectif de la mission était d'échanger avec les acteurs de la profession agricole en général et ceux de la filière cotonnière en particulier au niveau de la filiale sud, de visiter quelques parcelles, d'échanger avec les services techniques du département de l'agriculture et d'apprécier la physionomie de la campagne agricole et enfin de prodiguer des conseils nécessaires relatifs à la conduite à tenir pour mettre les récoltes à l'abri des effets néfastes du changement climatique et des nuisibles des cultures. À l'issue de la mission, des recommandations ont été formulées à l'endroit des services de recherche agricole et de vulgarisation agricole, de la compagnie malienne de développement des textiles et des acteurs de la filière. C'est de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation au Mali. Le Mali, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, célèbre le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Le droit des aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Ce thème fait référence aux aliments afin de mettre en lumière la nécessité de disposer d'aliments variés, nutritifs, abordables, accessibles, salubres et durables en vue de parvenir à la sécurité alimentaire et à une alimentation saine pour tous. La Journée mondiale de l'alimentation sera l'occasion d'appeler
à accroître les investissements, à stimuler l'innovation et à élargir la collaboration multipartite en vue de transformer les systèmes agroalimentaires de manière à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie de tous en ne laissant personne de côté. Le ministre de la Santé et du Développement social informé le Conseil des ministres de la situation humanitaire de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. La situation humanitaire de la semaine a été marquée par une augmentation du nombre de ménages déplacés, une augmentation du nombre de ménages inondés, une diminution du nombre de ménages rapatriés. En plus, pour soulager les sinistrés, le gouvernement a procédé à l'installation de 12 tentes à Sofara, à la distribution de 12 tonnes de riz à Mopti, Sokoura et Fatouma, 15 tonnes de riz à Gao, au lancement du cash transfert à 621 ménages à Bamako, à leur enregistrement biométrique. De la participation du Mali à la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé tenue du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville au Congo. Le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé est une rencontre annuelle des ministres de la santé des 47 pays de l'Afrique pour débattre des politiques régionales et adopter des résolutions permettant d'orienter les travaux de l'organisation sur le continent africain. En marge des travaux du comité régional, le ministre a rencontré ses homologues, notamment le ministre de la Santé du Congo et ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en vue de lancer les bases d'une collaboration synergique et harmonieuse dans le cadre de la prévention et de la riposte contre les maladies à potentiel épidémique. C'est de la situation épidémiologique de pays marqués notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre des cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout pour ce soir, Mariam Koné. Merci et bonne suite. Merci beaucoup Ibrahima Djambeli. Et suivons ensemble ces images. Une délégation de l'ex-Assemblée nationale nigérienne conduite par le colonel-major Abou Ide Kambé, administrateur de l'ex-Assemblée nationale du Niger, séjourne à Bamako du 10 au 14 septembre. Il s'agit pour nos frères nigériens de venir s'inspirer de l'expérience malienne afin de procéder à la mise en place d'un organe législatif de transition. Après le Tchad, c'est au tour du Niger de venir s'inspirer du cas malien. Et comme annoncé, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a présidé cet après-midi la cérémonie de remise de 3 camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. Ce don est offert par PMU Mali, qui célèbre cette année son 31e anniversaire avec pour thème la salubrité dans le district de Bamako. Agibou Koulibaly, Adama Kamara, reportage. Bamako, la capitale malienne, avec près de 3 millions d'habitants, fait face à de sérieux défis en matière d'assainissement et de gestion des déchets. En 2023-2024, la ville a produit environ 3 millions de mètres cubes de déchets solides, dont seulement plus d'1,5 million de mètres cubes ont été évacués, soit un taux d'évacuation de 60%. C'est dans ce contexte que PMU Mali, à l'occasion de son 31e anniversaire, célébré sous le thème « La salubrité dans le district de Bamako », a offert 3 camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. Cet appui en matériel vient à point nommé pour alléger le fardeau des autorités municipales en matière de gestion des ordures. Ce don fait suite à un constat que nous avons fait à travers Bamako depuis un certain temps. Nous constatons qu'il y a quand même un gros effort d'assainissement à travers toute la ville. Nous avons donc jugé nécessaire de porter notre petite pierre à cet assainissement. PMU Mali vient de mettre à notre disposition 3 camionnettes de marque Tata, ayant chacune une puissance de 90 chevaux, 5 vitesses, 4 cylindres et une capacité de 5 tonnes. Ces 3 camions
seront d'autant plus utiles que le transport des déchets solides vers les dépôts de transit constitue un maillon essentiel de la chaîne du processus d'assainissement de la DSUVA. Depuis 2021, le président de la transition s'est engagé à fond dans la lutte contre l'insalubrité à Bamako en soutenant les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets. Nous sommes très heureux aujourd'hui de remettre la clé de 3 véhicules au ministre d'État pour qu'il puisse remettre donc à la délégation spéciale, parce que nous avons constaté depuis un certain temps tout l'engagement de la délégation spéciale à travers la DSUVA dans le cadre du nettoyage de la ville. Il fut un certain temps où, comme le directeur de PMU vient de dire, Bamako croulait sous les déchets. Mais on a remarqué que depuis que la délégation spéciale s'est installée, nous avons vu tous les efforts qui ont été faits et tout le monde constate aujourd'hui le résultat de ces efforts. PMU Mali est une entreprise citoyenne. Cette cérémonie vise principalement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de transmettre toute ma gratitude au ministre de l'économie et des finances, au directeur général de PMU Mali, pour ce geste très honorable, bien entendu, qui permet de renforcer les capacités de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako dans le cadre de l'assainissement. C'est un effort appréciable, c'est un effort également qui s'ajoute aux multiples efforts d'autres Maliens qui s'impliquent dans les questions d'assainissement de notre capitale à titre bénévole. Le deuxième objectif, c'est de transmettre à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, à tout le personnel de la mairie du district de Bamako, les chaleureuses félicitations de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Vous avez bien raison de dire qu'il y a quasiment 3 ans, le chef de l'État a décidé de s'impliquer lui-même personnellement dans les questions d'assainissement de notre capitale. Et cela a conduit à la mise en place d'un comité interministériel élargi au maire du district de Bamako et à d'autres personnes bénévoles. Et fort heureusement, le ministre de l'économie ici présent est également membre de ce comité interministériel. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, il est également le PCA de PMU Mali. Donc son implication pour des questions d'assainissement ne nous surprend guère. C'est un début. Je pense que ce que PMU Mali vient de faire est un message à l'endroit de tous les Bamakois que nous invitons à plus d'implication, plus d'abnégation, à s'intéresser aux questions de salubrité. Le défi reste grand, mais il est essentiel pour l'avenir de la capitale malienne. Fin à Gao des travaux du symposium sur le développement durable de la formation professionnelle pour l'emploi des régions de Gao et Kidal. Une batterie de recommandations dont la construction des centres de formation dans les cercles de Gao a sanctionné cette rencontre présidée par la ministre en charge de la formation professionnelle. Madame Bakayoko Aminata Traoré a profité de son séjour pour échanger avec les responsables des services relevant de son département. Agali Agissa, compte rendu. Les travaux des groupes ont permis aux participants venus des régions de Gao et Kidal de formuler une panoplie de recommandations. Parmi ces recommandations figure la mise en place d'un fonds dédié à la formation professionnelle, la construction des centres de formation dans les cercles de Gao et Kidal, la promotion de la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes, la création des opportunités d'emploi pour les jeunes des 2 régions. Nous avons passé une journée enrichissante, marquée par des échanges fructueux, des réflexions approfondies et des propositions concrètes visant à renforcer le développement durable de la formation professionnelle pour l'emploi dans les régions de Kidal et de Gao. Nous avons convenu ensemble d'une feuille de route claire et mesurable pour poursuivre les réformes nécessaires en nous basant sur les recommandations issues de nos travaux. Nous avons également discuté des modalités de suivi et d'évaluation qui garantiront la mise en œuvre effective de ces recommandations. Autre temps fort du séjour de Mme Bagayogo à Gao, la rencontre avec les chefs de services relevant de son département. Les échanges ont surtout porté sur le fonctionnement du service. Il y a des questions d'insécurité, mais il y a eu quand même une atténuation dans ce sens. Et également, ils ont parlé du taux de chômage très élevé et l'insuffisance de la formation
dans ces deux régions. La formation professionnelle reste capitale dans l'insertion socio-économique des jeunes, donc un levier de développement durable dans nos régions. Le 12 septembre, c'est la journée du SILS. Le thème de cette année est « Des systèmes irrigués, performants et durables pour une agriculture résiliente au changement climatique contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Suivons un extrait du message du président en exercice du SILS, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le choix de ce thème en parfaite adéquation avec le mandat et la vision du SILS participe d'une volonté manifeste de valoriser nos potentiels irrigables. Il s'agit également d'impulser une dynamique régionale à leur promotion en vue de contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos communautés. Cette célébration est une opportunité de rappeler que la production agricole dans notre espace est dépendante à 95% des précipitations pluvieuses. Des précipitations qui, de nos jours, sont de plus en plus incertaines du fait des changements climatiques. Malgré ces incertitudes sur la pluviométrie et les impacts du climat, nous devons noter que notre région sahélienne et ouest africaine dispose d'importantes ressources en eau de surface, d'importantes quantités d'eau stockées dans les nappes souterraines et d'un important potentiel en terres irrigables. Cependant, ces ressources restent fortement sous-exploitées. En effet, la mobilisation des ressources en eau reste très inférieure à 10%, tandis que moins de 15% des terres arables sont irriguées et moins d'1 million d'hectares sont irrigués en maîtrise totale de l'eau. Les secrétaires généraux et conseillers techniques des départements ministériels de la présidence et d'autres structures rattachées suivent 2 jours de session à Bamako. Cette session est financée par le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. Fademba Keita nous en dit plus. L'atelier de 3 jours en cours est un espace d'analyse de toutes les alternatives de financement innovant des projets structurants. Il doit donc permettre aux secrétaires généraux, conseillers techniques des départements ministériels de la présidence et d'ailleurs d'améliorer davantage leurs compétences techniques en matière de partenariat public-privé. L'atelier porte sur les partenariats publics-privés, notamment passer en revue les articles pertinents de la loi PPP. Il y a un document important qui est l'évaluation préalable. L'évaluation préalable est conduite par les autorités publiques et c'est cette évaluation préalable qui permet de montrer la viabilité du projet. Si donc l'évaluation préalable est bien conduite, il y a de fortes chances que le reste du processus puisse être facilité. Cette formation est organisée par l'unité PPP avec le soutien financier du projet PASEM. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet qui visent à l'amélioration de la compétitivité de l'économie malienne et du développement du secteur privé à travers le renforcement des acteurs étatiques au niveau décisionnel intervenant dans le processus du partenariat public-privé. À en croire l'unité des partenariats public-privé, les nombreux cas de réussite du projet de partenariat public-privé enregistrés ont eu des impacts positifs sur les communautés. Cette réussite est donc le fruit de la maîtrise du processus de mise en œuvre du partenariat public-privé. Sur un autre plan, malgré la ratification de plusieurs conventions relatives à la lutte contre le travail des enfants, le phénomène persiste encore dans notre pays. Pour discuter de la problématique, le consortium ARIC Sahel, AGEPAM, en partenariat avec World Vision, a réuni autour de la table des parlementaires, élus communautaires, leaders religieux et des magistrats, entre autres. L'objectif visé est de renforcer ces acteurs dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. C'est ce que nous dit Inaba.
La lutte contre le travail des enfants touche environ 1,8 million d'enfants au Mali, dont 62% sont victimes des pires formes, selon le consortium Aris Sahel AGEPAM. Ce chiffre doit nous interpeller tous par rapport à ces phénomènes. C'est pourquoi l'Association pour le renforcement des initiatives communautaires dans le Sahel et l'Association des jeunes pour la paix et la lutte contre l'immigration irrégulière au Mali convergent leurs efforts pour sensibiliser les parlementaires, les juristes, les leaders religieux et les enfants sur la problématique. Les enfants sont notre bien le plus précieux. Ils méritent de vivre leur enfance, d'apprendre et de s'épanouir sans entrave. Plus précieux, ils méritent de vivre leurs enfants, d'apprendre et de s'épanouir. En unissant nos forces, nous donnons du poids à notre action. Cette rencontre de 2 jours est organisée par le consortium Aris Sahel et AGEPAM en collaboration avec World Vision. Nous avons des conventions qu'on a ratifiées, nous avons des politiques au niveau national, nous avons des stratégies. Mais le constat est que ça, quand on regarde les résultats escomptés par rapport à la protection de l'enfant, surtout contre les pires formes de travail des enfants, nous savons qu'il y a encore des choses à faire, des choses à améliorer. Au niveau du Conseil national de transition, la loi a été votée. Nous surveillons son exécution sur le terrain. Il faut que nos parents paysans savent que les enfants doivent être éduqués, doivent être soignés et ils ne sont pas là pour faire le travail. Véritable fléau dans la société, la lutte contre le travail des enfants nécessite une synergie d'action de l'ensemble des acteurs. Face à cette situation, les autorités du Mali, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, ont exprimé leur ferme engagement à combattre le fléau. Cet engagement s'est traduit par la ratification des conventions fondamentales, notamment la convention numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, mais aussi par la création d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants depuis 2010. Selon les spécialistes, le travail précoce des enfants entraîne chez ces derniers des pathologies sévères et les empêche le plus souvent d'aller à l'école. Le groupe des Maliens en fonction dans les organes de l'UEMOA vient de remettre un chèque de 7 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité du Mali. La remise officielle s'est tenue lundi 9 septembre à l'état-major général des armées. Daouda Koné pour le compte-rendu. Le but de ce geste des Maliens en fonction des organes de l'UEMOA en guise de soutien à la transition est de contribuer à l'effort de paix au Mali. Selon les donateurs, ce geste s'inscrit dans le cadre des valeurs de solidarité malienne. Pour soutenir l'armée, donc soutenir les autorités maliennes, le pays, nous avions quand même cotisé entre nous. C'est la bonne volonté, ce n'est pas politique, il n'y a pas de question de politique dedans. Donc les gens ont contribué volontairement pour venir en appui, pour soutenir les actions qui sont en train d'être menées sur le terrain, afin que la paix puisse revenir dans notre pays. Ce geste des Maliens qui travaillent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est certes symbolique, mais plein de sens. Nous faisons des actions civilo-militaires. Actuellement, il y a beaucoup de populations sinistrées dans la région de Kidal, dans la région de Menaka. Voilà, chaque fois quand les populations sont sinistrées, on a des informations, on débloque, on puise sur ce fonds-là et on fait la plupart des actions civilo-militaires que vous voyez que l'armée fait. C'est vrai, dans notre budget, la population, il y a un volet actions civilo-militaires, mais c'est minime quoi. La priorité vraiment c'est les populations, mais avec ces dons-là, ça nous permet vraiment de faire des actions et de rapprocher les militaires des civils. En vue de magnifier le passage de la délégation, le chef de l'état-major général des armées a remis un présent aux donateurs pour leur engagement pour le Mali. Un exemple à suivre à présent, ce communiqué de presse relatif à la suspension de TV5 Monde des bouquets des distributeurs autorisés au Mali. Le lundi 9 septembre 2024, la haute autorité de la communication a procédé au retrait de service de la télévision TV5 Monde des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour une période de 3 mois. Cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires
commentaires sur la régulation des médias décelés dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 août 2024. L'élément incriminé manque d'équilibre de traitement, en ce sens que le journaliste ne donne que la version de ses sources qu'il qualifie de concordantes sans jamais prendre en compte la version des forces armées maliennes diffusée par la Direction de l'information et des relations publiques DIRPA. De ce fait, il a manqué de précautions d'usage et de réserve habituelle du journaliste qui consiste à employer le conditionnel pour des faits qu'il rend publics sans vérification. Cette sanction de suspension fait aussi suite à un avertissement que le collège de la HAC a adressé à TV5 Monde le 15 mai 2023 pour des manquements similaires. Et parlons à présent de ce geste pour appuyer la lutte contre la mortalité néonatale. La Fédération nationale des associations de santé communautaire a reçu mardi dernier des kits d'oxygénothérapie, un don des ONG MAG Global Service et Access Oxygène, destiné à 20 centres de santé communautaires des cercles de Kita et de Bla. Tchemoko Konate a suivi la remise. Des kits d'oxygénothérapie en abondance pour contribuer à la lutte contre la mortalité néonatale. Une œuvre de MAG Global Service Sarla et Access Oxygène, deux partenaires stratégiques. Ces matériels sont destinés à 20 centres de santé communautaires des cercles de Kita et de Bla à travers la Fédération nationale des associations de santé communautaire, soit 10 unités pour chaque cercle. Chaque kit est composé de concentrateurs d'oxygène, oxymètre des poules, les bouteilles, les lunettes nasales, le nouveau-né, adultes et pédiatres, et aussi les masques, les stabilisateurs et aussi les chariots. Nous avons mis en place une logistique dans chaque localité pour la maintenance et le transfert des bouteilles. Ce don intervient à un moment où les maladies respiratoires néonatales se présentent comme un problème de santé publique au Mali, en témoignent les statistiques. Le taux de mortalité maternelle est de 325% de naissances vivantes. Celui de la mortalité néonatale est de 29 pour 2 naissances vivantes. Si l'hémorragie demeure la première cause de décès maternel, il reste entendu que l'asphyxie demeure la première cause de décès néonatal au Mali. Le caractère polyvalent de l'oxygène a traité un large éventail de maladies susceptibles de causer l'hypoxémie, voire la mort, fait de l'oxygénothérapie une intervention à fort impact et un bon rapport coût-efficacité en termes de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Comme mesure d'accompagnement, les donateurs ont développé une solution digitale permettant au personnel soignant de s'informer du mode d'emploi des produits mis à leur disposition. C'est là en attendant des formations pratiques pour consolider les acquis. Partons à présent dans le Bani Monoché. La Banque mondiale et le gouvernement malien, à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, viennent de remettre une somme globale de 37 millions de francs CFA aux pasteurs et aux agro-pasteurs de la région de Bougouni. L'objectif est de permettre aux heureux bénéficiaires de bien mener leurs activités génératrices de revenus. Jafar Aïdara. Ils sont au total 150, dont 121 femmes de la région de Bougouni exerçant des activités génératrices de revenus à avoir bénéficié des fonds d'appui auprès du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. L'activité s'inscrit dans la phase 2 du dit projet. Le projet a été clair. Ce fonds est uniquement destiné à être injecté dans nos activités, mais pas autre chose. Si nous dilapidons ces fonds, le projet n'est pas du tout responsable. Nous remercions l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour qu'aujourd'hui soit. L'objectif de la phase 2 de ce projet est l'amélioration de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Cet objectif est décliné en 5 composantes dont la 4e répond parfaitement à cette remise des fonds qui est l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes. Ces gens qui viennent de bénéficier de cet appui, on ne doit pas les laisser seulement après la remise. C'est pourquoi il y a une formation qui est prévue et cette formation s'inscrit dans le cadre de comment est-ce qu'ils doivent mener leur activité. Comment est-ce qu'ils doivent faire pour que cet argent qui leur est donné
ne soient pas destinés à d'autres activités. C'est le lieu donc pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires pour le choix porté sur eux. Un choix qui est fonction de leur courage et leur détermination. A rappeler que cette cérémonie consacre l'officialisation du financement des bénéficiaires de l'AGR dans la région de Bougouni. Parlons aussi de ce coup dur porté aux cambrioleurs de la capitale du Bani Monotié par les hommes du commissariat de Bougouni. Après 3 mois d'enquête et de recherche minutieuse, des voleurs qui se disaient agents de santé pour faire leur opération malsaine ont été arrêtés avec leurs complices. Ils ont été conduits devant le procureur du tribunal d'instance de Bougouni. D'autres détails avec Jafar Aïdara. C'est à la suite d'une panoplie de plaintes de la population de Bougouni enregistrées auprès du commissariat que la brigade de recherche sous la houlette du commissaire principal Ibrahima Boli a ouvert une enquête de fil à aiguille. Un vaste réseau de faux agents de santé a été démantelé. Leur mode opératoire, c'est quoi? Ils passent dans les familles avec un appareil attention de ce qui sont des agents de santé. Et ils prennent l'attention des gens. En même temps, ils regardent ça et là pour voir comment ils pourront repasser pour opérer. Donc, toutes les familles où ils ont eu à passer, ils reviennent la nuit pour cambrioler la maison, ils reviennent la journée au moment où les habitants ne sont pas là pour opérer. L'appel que j'ai à l'endroit des unités, c'est de redoubler d'efforts. Nous sommes une nouvelle région où il y a les mines ça et là, tout le monde converge vers là. Les bonnes personnes comme les mauvaises personnes, tout le monde converge. Malgré qu'il n'existe pas zéro insécurité, les hommes du commissaire Ibrahima Boli sont en train de tout faire pour mettre la population du Bani Monotié à l'abri des malfaiteurs. Les représentants des 12 communes du cercle de Kéniéba étaient réunis ce mardi 12 septembre à la faveur d'une rencontre d'échange sur les nouveaux enjeux liés au secteur minier. La rencontre est une initiative du vice-président de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali et non moins président de la Fédération locale des orpailleurs de Kéniéba, Youssouf Diakité. Kéniéba, l'une des plus grandes villes aurifères du Mali, est prise d'assaut ce mardi 10 septembre 2024 par la Fédération nationale des orpailleurs du Mali, affiliée à la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs. Une date mémorable. La raison se justifie par la tenue de la rencontre d'échange sur les nouveaux enjeux liés au secteur minier. On a appelé tous ces gens aujourd'hui, toutes les autorités sur place et tous les chefs de village pour leur dire que quand on parle de la fédération ce n'est pas d'autre chose, c'est être tomboloma, c'est être chef coutumier. C'est une loi coutumière, donc c'est les chefs de village qui gèrent ça et le tomboloma et le durati qui doivent gérer ça. L'initiateur de la présente rencontre d'échange invite l'ensemble des orpailleurs, en particulier ceux de Kéniéba, à s'unir comme un seul homme pour soutenir le secteur minier, un vœu ardent des autorités de la transition. Nous demandons à la population de Kéniéba en particulier et du Mali en général de mettre un accent sur la solidarité et le vivre ensemble. Nous devons soutenir nos femmes. La fédération de Kéniéba aujourd'hui qui nous reçoit est constituée d'unions, de coopératives et d'unions. Et ces unions, ça fait une masse d'artisans miniers qui fait la fédération locale. Tout ça s'est chapeauté par une confédération qui est nationale. C'est très important de les former dans toute activité, aventure. Il y a des formations. Je l'ai dit tantôt qu'il faudrait que les artisans puissent être réceptifs à la formation, réceptifs à la formation des gens plus avisés. Les autorités communales, administratives, politiques et coutumières, toutes réaffirment leur adhésion à l'esprit de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Donc, mission cette mission est une opportunité pour le cercle de Kéniéba et une lumière surtout pour les orpailleurs. La loi est faite pour que tout le monde soit à l'aise.
Les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre d'échange en présence des représentants des 12 communes de Kenyeba, de la Chambre des mines et ceux de l'État serviront de boussole pour les autorités de la transition pour l'opérationnalisation d'autres chapitres en faveur de la promotion du secteur minier. Dans la cité des Balanzans, le Rassemblement démocratique africain RDA Mali a tenu dimanche dernier sa conférence interrégionale. Cette conférence a mobilisé l'instance dirigeante et les militants venus des régions de Dioula, San et Ségou. La rencontre a abordé plusieurs questions dans la vie du parti et les enjeux du moment. Kandesila et Issaba, reportage. C'est la salle Merouba de Ségou qui a été choisie pour la conférence interrégionale des sections de Ségou, San et Dioula du Rassemblement démocratique africain RDA Mali. Une conférence qui a mobilisé les responsables nationaux et les délégués venus des différentes localités. La conférence se veut un rappel du slogan du parti, respectueux du passé, confiant à l'avenir, mais aussi un appel face aux enjeux du moment. La montée en puissance des femmes est une réalité qui a permis de réduire de manière significative les atrocités contre les populations civiles et les victoires pour la consolidation de l'intégrité nationale. Cependant, pour la paix, la force militaire est certes nécessaire, mais ne suffit pas. Il faut un dialogue tel qu'il a été engagé par les autorités de la transition, mais un dialogue inclusif. Concernant la transition, le RDA Mali souhaite une union sacrée pour une issue heureuse. Pour une transition réussie, car il y va de l'avenir de notre pays. La transition n'est pas un parti politique auquel il faut imaginer une opposition. La transition est une étape que nous traversons ensemble. Il est donc salutaire d'être unis autour de l'essentiel. Aussi, le président du parti appelle ses militants à se mobiliser pour préparer l'après-transition afin que le RDA Mali puisse jouer pleinement son rôle fondamental de premier plan dans la gestion du pays. Poursuivons ce journal. Dans un communiqué diffusé sur notre antenne, l'autorité de protection des données à caractère personnel a attiré l'attention des citoyens sur les violations flagrantes de la réglementation en vigueur. La question intéresse les professionnels des médias qui se réuniront demain jeudi 12 septembre à la Maison de la Presse à l'invitation du comité de pilotage pour échanger sur les mesures idoines à prendre. L'association Mali-Finu, organisatrice des journées textiles, affûte ses armes à travers le renforcement des capacités d'une vingtaine d'artisans. Cette rencontre qui s'est tenue au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, s'inscrit dans le cadre des préparatifs des journées textiles du Mali. Moussa Kamara et Mamadou Sidibi. Après la formation des hôtesses, cette fois-ci, ce sont les artisans qui sont à l'honneur. Ici, toute la chaîne du textile est représentée à cette rencontre expérimentale qui s'articule sur 3 aspects: l'entrepreneuriat, la qualité et le design. Nous avons initié cet atelier pour permettre aux artisans maliens d'être à la hauteur de la demande croissante des produits textiles, tant sur le plan national qu'international. Nous estimons qu'avec cette session, nous contribuons à notre manière à l'amélioration des créations textiles et à la promotion du Made in Mali, de Mali-Finu. C'est une vingtaine d'artisans venus de la région de Ségou, Sikasso, Kenyeba et le district de Bamako à prendre part à cette session de renforcement avec une forte présence des femmes. L'artisanat reste l'activité la plus proche, la plus facile d'accès à la population, qui constitue une source de stabilité sociale, économique pour l'économie locale. L'objectif de cet atelier est de renforcer les créativités de nos artisans, leur permettre d'être compétitifs sur le marché international et de tirer profit des opportunités qu'offrent les autorités de la transition dans la promotion de l'artisanat textile. À noter que la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali-Finu, est prévue au mois de novembre prochain à Bamako.
À mettre dans votre agenda. Ouverture mardi à Katibougou des activités du camp des femmes du conseil du district de l'église protestante de Bamako-Koura. Cette 4e édition est placée sous le thème « Femmes chrétiennes mènent une vie sanctifiée, engagée et soumise à Jésus-Christ ». On en sait davantage avec Sokona Kamisoko. Les femmes des églises protestantes de Bamako et de l'intérieur ont répondu massivement à l'appel des femmes du conseil du district de Bamako-Koura. 4e du genre, cette rencontre du donner et du recevoir est mise à profit par les initiatrices pour enseigner aux femmes leur rôle et place dans la société avec en filigrane la religion chrétienne. Elles veulent être édifiées sur le thème la femme chrétienne. Femme mène une vie sanctifiée, engagée, soumise à Jésus-Christ. Nous voulons les amener à voir comme Christ. Parce que quand tu vois mal, tu agis mal. Il faut voir clair. Ce que tu vois, alors tu agis en fonction. Durant toute une semaine, les participantes, en plus du thème central, seront outillées sur les bonnes pratiques afin qu'elles puissent véhiculer la bonne parole au sein de leur communauté. Cette semaine, nous serons réunis autour du thème Femmes chrétiennes mènent une vie sanctifiée, engagée et soumise à Christ. Nous voulons être des changements pour nos familles, pour l'Église et la nation. Le fait de rassembler 400 femmes pour les former, pour les conseiller, pour les mettre dans les bonnes pratiques, pour les orienter, ça c'est vraiment un travail vraiment d'une grande opportunité pour nous. La cérémonie de lancement de cette 4e édition du camp des femmes du district de Bamako-Koura a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance aux 2 anciennes présidentes des femmes du district de Bamako-Koura. Il s'agit de Ndiaye Rachel Doumbia et feu Madame Kanouté Madeleine Konaté pour leur engagement et le service rendu à leur communauté. Les campeurs ont également prié pour le retour d'une paix durable au Mali. Un mot de sport. L'équipe nationale de gymnastique du Mali a reçu ce mardi 10 septembre 2024 le drapeau national des mains du ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de son homologue du Burkina Faso à Bamako dans le cadre du match Burkina Faso-Malawi. Les deux les exhortent à faire une bonne participation au championnat d'Afrique de gymnastique. Rappelons que la compétition se tiendra au Caire, en Égypte, du 15 au 18 septembre 2024. Daouda Koni. C'est par l'entonnement de l'hymne national du Mali que la cérémonie de remise du drapeau national a commencé. Cela pour montrer aux 4 jeunes de l'équipe nationale de gymnastique devant représenter le Mali au championnat national de gymnastique en Égypte combien cet emblème est important. Il a été remis à Issa Dambélé, capitaine de l'équipe, par les ministres en charge des sports du Mali et du Burkina Faso. Nous allons compétir en aérobic, en trio, en individuel et en mixte. Nous ferons tout notre possible pour honorer le pays. Au terme d'espoir de médaille, les responsables de la discipline se disent confiants. Franchement, c'est une fierté pour nous. Ça nous réconforte beaucoup. Et nous sommes prêts vraiment d'aller défendre les couleurs des drapeaux du Mali en Égypte. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba et son homologue du jour, Anouyir Tol Roland Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, leur ont adressé des messages d'encouragement au nom du peuple de l'AES en général et en particulier celui du Mali. Je suis là pour vous apporter les encouragements du Burkina Faso parce que désormais, plus que jamais, nous avons un destin commun. La victoire du Mali, c'est la victoire du Burkina Faso. C'est la victoire de l'AES. Lorsque la compétition devient dure, là où on prend de l'énergie, c'est justement dans le mental et dans le cœur. C'est pour cela que vous allez voir des grands athlètes qui ont le même niveau. La différence qu'il y aura entre ces athlètes, ce sont les athlètes qui vont se dire dans la tête et dans le cœur, je joue pour des gens qui sont là, ils me regardent, ils veulent que je fasse bien. Tant que vous avez ça dans la tête et dans le cœur, vous allez tout donner. Nous, ce qu'on vous demande, donnez tout.
Le championnat d'Afrique de gymnastique se tiendra au Caire en Égypte du 15 au 18 septembre prochain. L'équipe malienne qui quitte Bamako ce 11 septembre y prend part pour la première fois. Et nous ouvrons cette fenêtre à AES par la cérémonie de montée des couleurs ce matin à la primature du Faso. Les collaborateurs du Premier ministre des directions rattachées se sont mobilisés autour du chef du gouvernement pour hisser le drapeau. Une occasion pour le Premier ministre de réitérer l'appel du chef de l'État à l'engagement et à la détermination pour la souveraineté du Burkina Faso. Alassane Kiendrebeogo et Karim Bikenga. La primature sous les coups de 7 heures ce mercredi matin. Chefs de service et personnels sont mobilisés pour la montée des couleurs nationales. À 7h30, le chef du gouvernement à son tour arrive sur les lieux. Place au cérémonial. Celui qui ne se souvient pas du passé sera condamné à le revivre. D'où l'importance de connaître l'histoire, aussi bien sa propre histoire que celle des autres, pour ne pas avoir à chercher inutilement à réinventer la roue dans la douleur. La leçon de cette histoire est que les capitalistes impérialistes sont très rusés et savent user de tout pour parvenir à leur fin. On retiendra aussi que l'appât du gain et des ambitions débridées peuvent transformer l'homme en loup pour ses semblables. Prenons conscience des réalités du moment pour ne pas être surpris par l'histoire. Et pour ne pas être surpris par l'histoire, les recommandations du chef du gouvernement restent les mêmes. Le discernement dans la conduite et le recours au passé pour en tirer les bonnes leçons. Autre cérémonie à Ouagadougou, celle de première cotation des prix émis par le Trésor public burkinabé. Cette cérémonie fait suite au premier emprunt obligatoire 2024 du Burkina Faso lancé sur le marché régional en avril dernier d'un objectif de 120 milliards. Cette opération s'est clôturée avec plus de 129 milliards de francs CFA. Rasmane Zondi et Wendiam Achille Kabouré. Par ce son de cloche, les titres viennent d'être cotés. Le premier emprunt obligataire 2024 du Burkina Faso, lancé sur le marché régional en avril dernier, à travers le Trésor public, s'est clôturé avec succès. Sur un objectif de 120 milliards, le pays récolte plus de 129 milliards 680 millions de francs CFA. Avec 108% de taux d'exécution, le pays des hommes intègres fait une intervention remarquée. Le Burkina s'est donné quand même cette possibilité-là, au-delà du fait de compter sur les ressources souveraines, c'est-à-dire ce que nous mobilisons à l'interne, les ressources fiscales et autres, de nous donner cette possibilité aussi d'aller sur le marché pour compléter justement ces ressources souveraines-là pour la mise en œuvre des différents programmes de développement du pays. Cette opération est conduite par la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière SA2IF en collaboration avec les sociétés de gestion d'ingénierie financière SGI du Bénin et du Togo. Malgré cette période de crise, malgré cette période difficile, globalement, les bailleurs de fonds internationaux ont eu toujours confiance au Burkina Faso, qui gère très bien ses ressources et qui a des agrégats économiques répondant aux normes internationales. L'institution chargée d'organiser le marché financier régional pour le financement des États du secteur privé est la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Elle accompagne les États dans leur recherche de ressources pour financer le développement économique et assurer la liquidité des titres que les États émettent. C'est une opportunité qui est offerte aux investisseurs de pouvoir échanger leurs titres une fois que l'émission a été faite par les États. Le Burkina entend lancer une prochaine opération de levée de fonds en fin septembre 2024.
À cette cérémonie de première cotation, des plaques commémoratives sont remises à des acteurs qui ont œuvré pour la réussite de cette opération. C'est ce qui referme donc cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.